Santujin, Ohio. On est à Kyoto, préfecture de Kyoto, Kansai, Japon. Alors cette ville, tout le monde la connaît de nom, certains d'entre vous y sont peut-être déjà même allés en vacances, et pour cause, Kyoto c'est le lieu à ne pas manquer quand on vient au Japon. Il y a dans cette ville certains des temples les plus célèbres de l'archipel, plusieurs palais incroyables, des quartiers mythiques et parmi les festivals les plus importants du Japon. Dans cette vidéo, je vais aborder des événements, des personnages, des lieux que je détaillerai une autre fois dans d'autres vidéos dédiées parce que c'est vraiment des choses beaucoup trop importantes pour qu'on se permette de juste survoler. L'histoire de la ville, elle commence finalement assez tard, au 7e siècle, avec l'arrivée d'un clan chinois, les Hata, et ils vont s'installer dans une zone entourée de montagnes et de forêts avec 3 rivières. Le fleuve Uji qui se jette dans la mer près d'Osaka et les rivières Kamo et Katsura. On va commencer à ériger certains des joyaux de la capitale, le Shimogamo Jinja en 560, le Kiyomizu-dera en 780, le Fushimi Inari et le Kamigamo Jinja. La ville, elle va tranquillement grandir et prospérer pendant un siècle, jusqu'en 794. À ce moment-là, l'empereur et sa cour vivent à Nara, à une quarantaine de kilomètres de là. Sauf qu'à l'époque, Nara, c'est non seulement la capitale politique, mais c'est aussi la capitale religieuse de l'Empire. Cette influence religieuse, elle est très présente à la cour impériale et ça inquiète beaucoup l'empereur qui aimerait bien s'en détacher. Il va alors bouger sa capitale de Nara vers Kyoto. À l'époque, elle s'appellera Heian-kyo, la capitale de la paix. Un vœu certes honorable, mais qui ne va pas protéger la cité bien longtemps des affres de la guerre. C'est vraiment l'âge d'or de la capitale et on va y construire certains de ces temples les plus emblématiques qu'on peut encore visiter aujourd'hui. La ville se dote du Daigoji, du Yasaka Jinja, du Toji et du Ninnaji. Cette période faste, elle va prendre fin assez brutalement en 1185 à la fin de la guerre de Genpei. Le vainqueur de cette guerre, c'est Minamoto no Yoritomo. Son fief, c'est Kamakura, et c'est là qu'il va déplacer le pouvoir, même si officiellement, Heian-kyo reste la capitale administrative. Elle va d'ailleurs changer de nom pour devenir Kyoto, la capitale de l'Ouest. Cette première période de division entre le pouvoir impérial qui reste à Kyoto et le pouvoir du shogun qui se place à Kamakura, ça va permettre à beaucoup de mouvements religieux de s'implanter dans la ville. C'est la création du Chon-in et du Nanzenji. En 1333, le nouveau shogun décide, lui, de revenir à Kyoto et c'est à nouveau une période faste pour la ville. On va construire certains des temples et des palais qui sont aujourd'hui encore les plus célèbres. Le Kinkakuji, le Ginkakuji, c'est l'apparition des jardins zen du Tenryuji, du Ryoanji, du Saihoji. Une fois encore, c'est la guerre qui va mettre un violent coup d'arrêt à cette période, la guerre d'Onin qui éclate et qui va durer 10 ans en plein cœur de Kyoto. La ville va être plusieurs fois incendiée, de nombreux bâtiments vont être rasés et une grande partie de sa population va s'enfuir. Sauf que la ville n'a pas dit son dernier mot. En 1585, Toyotomi Hideyoshi va lui redonner toute sa superbe. En 15 ans seulement, il va faire rebâtir la ville, ses temples, ses châteaux. Il fait ériger le château Nijo, le Nishiranganji, il fait reconstruire le Toji et le Nanzenji. La ville va voir défiler les meilleurs maîtres de cérémonie du thé, les meilleurs acteurs, les courtisanes les plus raffinées. Kyoto devient un centre politique, culturel, économique, religieux. C'est vraiment ici que tout se fait. C'est Kyoto qui dicte la mode, le bon goût, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut jouer. Bref, c'est le cœur battant de l'Empire. En tout, elle va rester capitale plus de 1000 ans, jusqu'à la restauration Meiji. Et ça va laisser des traces d'autant plus vivaces que la ville a été relativement épargnée par la Seconde Guerre mondiale. Et pour ça, il faut remercier 2 hommes, un Américain et un Français. On se replace dans le contexte, on est en 1945, les États-Unis ont une furieuse envie de déposer une petite bombe atomique sur le Japon et Kyoto est la première des cibles. Henry Lewis Stimson, il est secrétaire d'État à la guerre des États-Unis et cette idée, il va s'y opposer farouchement. Kyoto, il y a fait sa lune de miel 30 ans auparavant et il en garde de très bons souvenirs qu'il n'a pas envie de voir brûler dans les flammes de la destruction. Sauf qu'en temps de guerre, l'argument « j'y ai des bons souvenirs donc on touche pas », c'est quand même un peu léger. Heureusement, à côté de lui, il y a un Français, Serge Elissieff, qui en plus de cumuler 3 doubles lettres accolées dans son nom, est un orientaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? L'orientalisme, c'est à la fois une discipline scientifique et artistique qui va s'intéresser à la culture, à la langue, à l'histoire et aux civilisations orientales. Et par Orient, on entend de l'Égypte au Japon, donc c'est quand même hyper vaste.
Tout ça pour vous dire que Serge Ilisif, c'est pas un demi-pecno qui passait par là. Et il a eu deux arguments majeurs pour épargner Kyoto. Le premier, c'est que c'est un endroit tellement important historiquement et culturellement que ça serait une trop grosse perte si la ville était rasée. Sauf qu'en temps de guerre, la culture... Son deuxième argument, et c'est sans doute vraiment celui-là qui a fait mouche, c'est que c'est une ville qui est tellement importante dans la culture japonaise et pour les Japonais que si jamais elle était détruite, ils ne le pardonneraient jamais. Kyoto a été pendant plus de 1000 ans la capitale administrative du Japon, mais aujourd'hui encore, ça reste de très loin sa capitale culturelle. Alors j'en entends déjà grogner, oui, moi mon guide, il dit qu'il n'y a pas tant de choses que ça à voir à Kyoto. Alors, moi j'ai un guide, pour vous donner une idée, tout ça c'est la partie qui est consacrée à Tokyo, et ça c'est la partie qui est consacrée à Kyoto. Autant vous dire que je suis pas du tout d'accord avec ce découpage. Bien sûr, il y a énormément de choses à voir à Tokyo. Bien sûr que si vous ne faites pas Tokyo, vous allez louper des trucs. Mais en même temps, en 2 à 3 semaines de vacances au Japon, vous allez forcément louper des trucs. Par contre, ne pas venir à Kyoto, culturellement, c'est criminel. Kyoto, c'est une ville qui a vu passer les personnages les plus importants et les plus fondateurs de l'histoire du Japon. Tomoe Gozen y est passé, Benkei et Minamoto se sont affrontés sur l'un de ses ponts, l'empereur y a vécu, Nobunaga y est mort. C'est la ville où se déroule l'essentiel du Heike Monogatari. Kyoto, c'est le calme du matin, c'est la splendeur des temples, c'est la bousculade du marché Nishiki, c'est le pas délicat d'une geisha. Kyoto, c'est aussi ce haïku qui a été écrit en 910. Si vous pouviez voir les branches enlacées des saules, les douces fleurs rouges des cerisiers, il semble que Kyoto se soit paré d'un brocart de printemps. Et bien Kyoto, c'est ça, la beauté, la culture et le raffinement. Bon, c'est aussi des températures qui dépassent facilement les 35 degrés et même si aujourd'hui il y a pas mal de vent, je peux vous assurer qu'il est absolument brûlant. Donc je vais courir me réfugier sous la clim. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, kyotsukete, soshite, matane!